marine. Ce matériau nécessite toutefois un entretien régulier. Bienvenue donc dans cette édition, mesdames, messieurs. Je le disais tantôt en titre, l'eau représente une source stratégique inégalement répartie entre les habitants de la planète. Des millions de personnes à travers le monde n'ont pas accès à l'eau. Fort de ce constat, le Sénégal, en sa qualité de membre du Conseil de sécurité de l'ONU, a proposé à New York une réflexion autour de la gestion de cette ressource, une question transversale à inclure dans toute stratégie de développement selon le président Macky Sall. Envoyé spécial Aboubakar Kane. Après la signature de l'accord de Paris sur le climat, le Sénégal, dans le cadre de son mandat au Conseil de sécurité, a proposé une réflexion portant sur l'eau, la paix et la sécurité. Sous la formule ARIA, le Sénégal a voulu contribuer à la prise de conscience sur la situation des ressources en eau dans le monde et des risques de conflits qui pourraient en résulter. Défis économiques et sociaux, défis sécuritaires et de coexistence pacifique autour d'une ressource de plus en plus rare face à des besoins sans cesse croissants. Voilà ce qui fonde la pertinence du débat sur l'eau au XXIe siècle. Ce débat interpelle tout naturellement le Conseil de sécurité des Nations Unies, responsable au premier chef du mécanisme de sécurité collective des nations. Il interpelle aussi la conscience universelle, parce que nous sommes tous concernés. En posant le débat ici, le Sénégal a souhaité associer le plus grand nombre de parties prenantes dans toute leur diversité pour replacer la problématique de l'eau au cœur de nos priorités. Il s'agit donc pour le Sénégal d'inviter à une approche préventive de la gestion des ressources en eau conformément au droit international. Les panélistes approuvent la possibilité d'une gestion partagée de l'eau qui peut servir de catalyseur pour renforcer la coopération régionale. Les Nations Unies ont lancé des efforts de prévention diplomatique afin de promouvoir et d'appuyer la coopération régionale en matière de gouvernance de l'eau et de gestion des ressources en eau. Cette ressource naturelle nous demandera toujours de participer davantage, pas moins au niveau local comme régional, au niveau national, mais en particulier de manière transfrontalière avec nos voisins. Quand la ressource est partagée entre plusieurs États, sa gestion requiert le développement de la coopération. L'OMVS et l'OMVG comme outils d'intégration sont des exemples de coopération transfrontalière. Dans leur gestion, le fleuve et l'ensemble des affluents constituent une propriété commune des États. Aucun mètre cube de l'eau de ces bassins n'appartient à un seul État, tous les États l'ont en partage. Le deuxième principe cardinal qui est l'ADN de l'OMVS, c'est que tout ouvrage à construire sur le fleuve est propriété commune des États. Les États conçoivent le projet ensemble, recherchent le financement ensemble, repayent la dette ensemble et l'exploitent ensemble. Le développement induit dans les États membres contribuera à consolider le climat de confiance et d'apprécier les dividendes de la solidarité, consolidant ainsi la paix et la stabilité dans la sous-région. L'eau peut être un outil de promotion de la paix et de la réconciliation entre communautés. Chaque membre du Conseil de sécurité a son mot à dire et le Sénégal balise le chemin d'une approche préventive des tensions. L'eau est source de vie et de bien-être lorsque son usage fait appel à l'esprit de coopération et de partage. Mais sans la sagesse que requiert la concertation, elle peut être une cause potentielle de conflit, voire une arme de guerre. Ce sujet est absolument majeur et les conclusions, les travaux qui auront lieu au cours de cette réunion seront pris en considération dans le travail que j'ai à accomplir en tant que présidente de la COP 21 pour que les coalitions, et notamment les coalitions autour de l'eau,
intègre les réflexions qui sont faites aujourd'hui avec cet angle d'approche sur la sécurité qui est tout à fait pertinent et pour laquelle je remercie une nouvelle fois cette initiative du Sénégal qui a été prise vraiment au bon moment et avec des objectifs opérationnels à obtenir rapidement. L'usage de l'eau ne peut aujourd'hui être réduit à la seule dimension socio-économique. Les enjeux politico-sécuritaires et environnementaux sont aussi à prendre en compte. Au-delà des membres du Conseil de sécurité, d'autres pays invités à la réflexion ont donné leur point de vue. Au terme d'un débat de 3 tours d'horloge sur une préoccupation commune, notre pays se réjouit de la richesse des échanges et des interventions. Toutes les contributions faites ici témoignent d'un souci commun d'apporter une plus grande attention à la gestion des ressources dans une perspective qui puisse assurer la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Cela est très important. C'est pourquoi la délégation sénégalaise se fera le plaisir de procéder à la synthèse de nos échanges et de la partager avec tous les pays membres et observateurs des Nations Unies. Des efforts considérables sont à mener pour un partage d'expériences et des meilleures pratiques de gestion d'une ressource qui doit profiter à tous. Cet exercice proposé par le Sénégal a montré que les défis sont certes immenses, mais l'espoir est permis pour une gestion de plus en plus concertée des ressources hydriques. Nous restons au siège de l'ONU vendredi, pas comme les autres Nations Unies. Hier, ce sont 171 pays qui ont signé l'accord de Paris sur le climat. 4 mois après la COP21, le monde se dirige vers la mise en œuvre de l'accord. Américains, Russes, Chinois et Indiens n'ont pas envoyé leur président et il faudra encore attendre la ratification par les pays du texte. Et puis, il y a ce fonds vert qu'il faudra bien alimenter pour financer les projets d'adaptation. Les Nations Unies au vert, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Ce bel élan unitaire de 171 pays d'un monde d'intérêt, déserté de plus en plus par la solidarité et divisé sur les grandes questions, montre que les hommes semblent avoir enfin pris conscience des graves menaces qui pèsent sur l'environnement planétaire. Le réchauffement a déjà provoqué des modifications irréversibles de certains milieux et le phénomène pourrait s'aggraver dans des proportions tout aussi imprévisibles qu'incertaines. En décembre, à Paris, il avait fallu aller au bout de la prolongation et du temps additionnel pour arracher un accord pas contraignant. Mais un accord perfectible valait mieux que pas d'accord du tout, ce qui signifierait la condamnation à un suicide programmé de l'humanité. Ne pas dépasser les 2 degrés d'élévation thermique par rapport à l'ère pré-industrielle, un vrai défi pour le monde habitué aux énergies fossiles, responsables en grande partie de l'effet de serre. Bien entendu, toutes les zones du globe n'ont pas une égale responsabilité dans cette situation préoccupante, mais tous les pays doivent clairement afficher leurs options et plans d'action pour polluer moins. On constatera que les grands dirigeants des principaux pollueurs n'ont pas effectué le déplacement de New York. La Chine, la Russie, l'Inde n'ont pas délégué leur président, mais plutôt des membres de leur gouvernement. Obama, qui parcourt l'Europe for the last time, a envoyé Kerry aux charbons ardents dont on cherche à diminuer la chaleur. Et puis après la signature de l'accord, il faudra obtenir la ratification par 55 pays représentant 55% des émissions pour l'entrée en vigueur du texte. À partir de 2020, 100 milliards de dollars US devront être mobilisés annuellement pour mener à bien les projets. C'est de l'argent qu'il faudra trouver et dépenser judicieusement. Les Nations Unies ont ouvert une chronique signée Oumar Diaw. Le document de remise officielle de 1835 lampadaires solaires a été signé hier à Thiès. Le ministre de l'Énergie, à travers l'Agence nationale des énergies renouvelables, ANER, et l'UEMOA, a mis en place un programme. Donc, dans le cadre de la distribution de ces lampadaires, l'objectif est d'utiliser les énergies renouvelables pour assurer l'éclairage public partout au Sénégal avec les lampadaires solaires. Compte rendu d'Amsila. La signature de ce document officialise la remise des 1835 lampadaires solaires installés dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, grâce à ce programme, plusieurs villes du Sénégal assurent en partie leur éclairage public en utilisant les lampadaires solaires. Une politique qui contribue fortement au développement durable. 1835
lampadaires ont été installés dans 12 communes d'arrondissement de la banlieue de Dakar, dans 6 villes régionales que sont Fatick, Thiès, Kaolack, Tambacounda, Linguère et Kolda, ainsi que dans certaines cités religieuses. Comme vous le savez, l'éclairage public solaire constitue un maillon important de notre politique de développement des énergies renouvelables, en vue d'assurer un approvisionnement énergétique satisfaisant pour le Sénégal, mais aussi pour concilier notre objectif de lutte contre les changements climatiques. Le programme de développement des énergies renouvelables concerne les différents pays qui composent l'UEMOA. À terme, 50 000 lampadaires solaires seront installés sur toute l'étendue du territoire national. L'énergie, c'est la modernité. C'est pourquoi notre Union, à travers le PRODER, a voulu contribuer à, un tant soit peu, combler le déficit d'éclairage public, surtout en zone urbaine, mais également en zone périurbaine. La maîtrise des énergies renouvelables est le socle du développement économique et social. Pour les acteurs, le Sénégal doit faire des efforts considérables pour atteindre les objectifs dans le secteur. L'option pour les énergies renouvelables est une stratégie qui favorise la protection de l'environnement et qui répond aux normes d'un développement durable. Elle procure en outre l'assurance de disposer de ressources inépuisables adaptées à la problématique des changements climatiques. Le ministre de l'Énergie et sa délégation se sont rendus dans quelques quartiers de la ville de Thiès pour constater l'apport des lampadaires solaires dans l'éclairage public. Il en a profité pour demander aux populations de bien assurer l'entretien. Aujourd'hui, 23 avril, est célébrée la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Le Sénégal n'est pas en reste et c'est Nguyen dans le département de Mbour qui a abrité la cérémonie officielle. Un choix qui n'est pas fortuit puisque c'est la première localité à disposer d'un centre de lecture et d'animation culturelle mis en place sur fonds propres. Pape Kolingom. C'est dans une ambiance rythmée et riche en couleurs que la commune de Nguyen a célébré la journée mondiale du livre. Occasion saisie par les autorités gouvernementales d'inviter les collectivités locales à développer davantage le secteur de la culture à la base. Le gouvernement, à travers la politique culturelle définie par le président de la République Macky Sall, accorde une importance particulière à la promotion du livre, de la lecture et de l'édition. J'invite les autorités locales à une plus grande collaboration avec l'administration centrale pour réaliser ensemble l'aménagement culturel du territoire et travailler à préserver le droit des auteurs. Une première dans l'histoire du Sénégal, la journée mondiale des livres est fêtée en milieu rural. Un choix qui se justifie par l'engagement d'une communauté qui vit de et par la culture. Les autorités locales ont pris sur elles-mêmes l'initiative d'aller dans des partenariats très divers pour créer une bibliothèque. Elles n'ont pas attendu l'État et une fois que les choses ont été assez bien conçues et mises en branle, la portion centrale est venue en appui. Je dois avouer que je suis rassuré et encouragé par l'exemple de votre commune. Avec vous, nous sommes disposés à engager le combat du développement culturel local. Face à la montée en puissance des nouvelles technologies, le livre et le droit d'auteur sont menacés, d'où cet appel des ministres en charge du secteur. Les progrès technologiques ont favorisé le développement exponentiel des reproductions d'œuvres imprimées par voie de photocopie ou des techniques assimilées. Le droit de reprographie permet aux auteurs et aux éditeurs de percevoir une rémunération compensatrice. C'est dans cette voie que le Sénégal s'est engagé comme tête de pont de véritablement ce nouveau droit qui est lié à l'édition et à la lecture. Cette année, la célébration des livres et du droit d'auteur intervient dans un contexte nouveau. Il s'agit pour le Sénégal de faire la promotion des centres de lecture et d'animation culturelle pour asseoir une culture de la lecture en milieu rural. Des villages de Diourbel victimes d'incendies ont reçu hier vendredi la visite et le soutien de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Dr Antassar Diako a remis un soutien matériel et financier aux familles sinistrées et présenté les condoléances du chef de l'État aux parents qui ont perdu 2 filles dans les incendies. Mamoudou Samambo.
Commune de Tourembonde dans le département de Diourbel au cœur du Baol. Ici Mbosser qui porte encore les stigmates de l'incendie qu'il a ravagé le 10 avril dernier. Dans la concession que voici, 2 filles de 6 et 4 ans ont péri dans les flammes. Dans la confusion, je les ai perdues de vue. Elles ont paniqué, elles ont rejoint la maison. L'aînée est tombée devant la porte. La plus jeune a été retrouvée dans la chambre de sa grand-mère. Après les premiers secours organisés par les services déconcentrés et l'entraide communautaire, la solidarité nationale. C'est pour cette raison que nous sommes venus aujourd'hui pour présenter les condoléances du président de la République, son Excellence Macky Sall, de son épouse, du Premier ministre et du gouvernement et de tous les Sénégalais, à cette famille et à toute la population de la commune de Tourembonde. Votre soutien aux nécessités est constant et visible partout. Pour nous, c'est une grande première. Nous saluons également votre promptitude. 25 incendies de villages enregistrés dans la région de Diourbel entre novembre 2015 et avril 2016. Dans les bagages de Antassar Diako, du soutien à la cinquantaine de familles touchées par le sinistre. Et l'apport que nous avons amené aujourd'hui est constitué d'une enveloppe de 4 400 000 francs, moyennant 100 000 francs par famille. Nous avons aussi donné 2 enveloppes aux 2 familles qui ont perdu leurs enfants. Nous avons apporté aussi 4 tonnes 400 de riz, 70 matelas, 70 draps, 50 couvertures, 50 grandes nattes. Sur la route de Tourembonde, le délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale a fait escale au bureau de poste de Diourbel. Antassar Diako a voulu communier et échanger avec des bénéficiaires de bourses familiales venus pour le paiement du trimestre. Nous sommes très contentes du geste. On n'a jamais eu accès à de telles actions, mais là, cela nous va vraiment droit au cœur. Il faut surtout vous occuper des tout-petits, de leur éducation, des vaccinations, et n'oubliez surtout pas de déclarer les naissances. Essentiellement des mères de famille qui manifestent ici toute leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Santé, la région de Dakar est un peu à la traîne pour ce qui concerne la couverture vaccinale contre la polio. C'est ce qui justifie le lancement de 3 journées locales de vaccination conformément aux directives de l'OMS. L'objectif est d'atteindre 95% d'une cible de près d'1 million d'enfants de moins de 5 ans. La principale stratégie est le porte-à-porte, mais elle n'est pas la seule, nous dit Oumar Diawa. Sous le regard bienveillant de Baïlaï, les équipes de vaccinateurs sillonnent les rues de Yoff. D'une maison à l'autre, ils distribuent la dose protectrice aux enfants de moins de 5 ans. C'est du porte-à-porte complété par d'autres stratégies. Notamment les stratégies dans les écoles maternelles, mais aussi certains points fixes qu'on va mettre en place. Les mères de famille n'ont généralement aucun mal à sortir leurs enfants, dont certains versent tout de même de chaudes larmes. Beaucoup d'entre elles comprennent parfaitement l'intérêt de la vaccination. Vous aidez à protéger nos enfants contre une maladie handicapante. On n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital. Les équipes nous trouvent dans nos maisons pour vacciner les enfants. Nous sommes ici dans une institution préscolaire, un point fixe. La vaccination, elle protège les enfants contre les maladies telles que la poliomyélite, qui laisse des séquelles qu'on ne peut pas imaginer. Le district centre de Dakar compte une population de près de 356 000 habitants, avec une cible à vacciner relativement large. On a une cible GMV de 69 042 que nous devons toucher. La tranche d'âge 0,59 ans. La région de Dakar abrite une population importante et les niveaux de vaccination y sont en deçà de ce qu'ils devraient être. C'est la justification de cette campagne. Pour toutes les régions qui ont des couvertures inférieures à 90%, procéder à une campagne de vaccination pour renforcer le programme de vaccination de routine.
Malgré la bonne volonté des volontaires, ils peuvent se heurter à quelques cas rares de réticence. Notre équipe qui se trouve à Ndengagne m'a signalé un cas de refus. On a noté ça. Après, je vais renseigner les supérieurs. Cette campagne de ratissage étalée sur 3 jours sur l'ensemble du territoire de la région de Dakar devrait permettre de relever le niveau de couverture de la capitale. Nous avons prévu de vacciner 95% de la cible. 946 000 enfants. La vaccination a bien démarré. Elle s'achève ce dimanche. La vaccination est une opportunité de se protéger et un droit pour chaque enfant. Et puis la lutte contre la délinquance économique et financière au Sénégal, c'est le thème choisi et qui a été développé à l'occasion des vendredis de Subdeco. La présidente de l'OFNAC était face aux étudiants. Nafi Ngom Keïta a fait une réflexion stratégique pour lutter contre la fraude et la corruption, tout en se focalisant sur l'éthique. Compte rendu à Wandiaï. La présidente de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption était l'invitée des vendredis de Subdeco. La lutte contre la délinquance économique et financière au Sénégal, un sujet pointu qui nécessite une réflexion profonde. Quelles sont les prérogatives de l'OFNAC en matière de prévention et de lutte contre la corruption? L'OFNAC peut recommander toute mesure législative, réglementaire ou administrative tendant à promouvoir la bonne gouvernance. C'est l'article 3 de la loi. L'OFNAC peut formuler également des avis sur la demande des autorités administratives sur les mesures de prévention de la corruption. Quand l'OFNAC doit faire des recommandations visant à l'éradication de la corruption, elle est obligée de faire des études, de la recherche-action également, pour connaître le phénomène, comprendre ses manifestations et la perception, par exemple, que les Sénégalais ont de ce phénomène. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a été créé pour prévenir contre tout type de corruption dans les administrations, mais aussi de la part de responsables politiques. La délinquance économique a des conséquences. Nafi Ngom Keïta est largement revenu sur les méfaits de la criminalité. L'OFNAC statue sur les cas de fraude, de corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes. Cette structure est là pour surveiller en toute indépendance. L'OFNAC peut recevoir les réclamations des personnes physiques et morales. Ces réclamations se présentent sous forme de plaintes et de dénonciations. Les plaintes, c'est quand la personne subit l'acte de corruption. Les dénonciations, la personne donc est victime. Maintenant, pour ce qui concerne la dénonciation, la personne n'est pas victime, mais elle constate, et nous recevons énormément de dénonciations. Le continent africain est vulnérable car son développement est sérieusement compromis par les flux financiers illicites. L'OFNAC lutte pour la fin de la délinquance économique, pour un monde meilleur. Pour permettre aux artisans menuisiers de gagner des parts de marché concernant le mobilier national, une formation de qualité est plus que nécessaire. La Chambre des métiers de Ziguinchor l'a bien compris. Elle a initié une session de perfectionnement pour les menuisiers bois. Elle a été appuyée par le Fonds de financement de la formation technique et professionnelle de Kaltungé. Les menuisiers de Ziguinchor font un travail remarquable, un travail qui nécessite cependant plus de maîtrise, plus de professionnalisme. Après 10 jours de formation, ces 41 artisans ont pu obtenir ce résultat. Ils ont fait des mobiliers de bureau qui n'ont rien à envier à ceux fabriqués à l'étranger. L'initiative est de la Chambre des métiers dans le cadre de son programme d'appui à la promotion de l'artisanat, PAPA. Il s'agit donc avec le PAPA de poser véritablement des actes forts de promotion pertinente de l'artisanat régional pour en faire un levier de création de richesses. Oui, l'artisanat peut sortir de l'entrepreneuriat de survie pour devenir un réel moteur de création de richesses. En formant les artisans, ici c'est les menuisiers, vous permettez à ces derniers d'élargir, de participer à ce grand cadeau ou ce grand gâteau qu'offre le président de la République. Il s'agit là des 15% du mobilier national qui revient aux artisans du pays.
Et pour les accompagner, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a été créé depuis 2014. Notre vocation, c'est de financer la formation. Nous avons jugé nécessaire d'accompagner les artisans de Ziguinchor, notamment les menuisiers bois, dans la perspective de les accompagner dans la commande publique, notamment sur le mobilier national. Et aujourd'hui, le défi qui se pose à ces artisans, c'est valablement la formation. Raison pour laquelle nous avons, conformément à nos missions, répondu favorablement à cette demande de la Chambre de métiers de Ziguinchor. Et les bénéficiaires saluent une telle formation et souhaitent que l'initiative soit pérenne. Formation vraiment contente. On est vraiment content de cette formation. Elle nous a permis de nous perfectionner, mais on voudrait que cette initiative soit pérenne ici à Ziguinchor. Cette remise d'attestation marque une nouvelle ère pour ces artisans en menuiserie bois de Ziguinchor. Ils peuvent désormais faire un travail qui pourra les rendre plus compétitifs au niveau national et même international. Habiter près de la mer présente sans doute des avantages, mais cela a un coût, notamment celui des matériaux de construction. Leur choix est déterminant pour faire face aux effets corrosifs de la mer. Quelle matière alors s'adapte le mieux pour ces habitations où on a les pieds dans l'eau? Élément de réponse dans ce dossier signé Amadou Diouf et Ibrahim Ndonga. Le dictat de la rouille, conséquence du courant marin. À la cité Djamalaï, les effets sont visibles sur la plupart des maisons situées dans le quartier, tout comme celles en bordure de mer. Suffisant pour dire que vivre auprès de la plage présente certes des avantages, mais les inconvénients ne manquent pas. Ici, construire impose un choix judicieux des matériaux. D'habitude, on préfère l'aluminium parce que ça peut tenir plus longtemps que le fer et le bois. Le fer, ça se ronge rapidement, ça peut pas tenir longtemps. D'autres ont tout simplement porté leur choix sur le bois, une matière qu'ils préfèrent de loin à l'aluminium. J'ai choisi le bois, précisément le bois de veine, parce que c'est la résistance, parce que le bois a une longévité. Une longévité si il est bien entretenu. Donc un entretien périodique qui nécessite sans doute de gros moyens. J'ai un ami d'enfance qui m'avait conseillé de prendre la peinture qui est pratiquée sur les bateaux de pêche. Cette peinture-là et le vernis-là, tout est prévu pour la zone côtière et en mer. Si tu utilises cette peinture et ce vernis-là, ton matériel aura plus de résistance. Il faut que de temps en temps, il faut les renouveler pour qu'au moins le bois puisse vivre le plus longtemps possible. Pourtant, le phénomène de la corrosion n'est pas général. Les habitations de la corniche ouest de Dakar n'éprouvent pas les mêmes difficultés que celles de Djamalaï. Cette agressivité aussi est due à la direction de vent. Alors, si les vents sont dirigés directement sur les ouvrages, alors donc là, ils vont avoir des dégradations importantes. Alors si les vents sont tournés dans d'autres sens que vers les ouvrages, on aura moins d'attaques. C'est ce qui explique que certains milieux marins sont plus ou moins attaqués que d'autres. C'est la direction, l'orientation et la vitesse de vent. En plus de la vitesse du vent, il y a d'autres facteurs endogènes liés cette fois à des agents chimiques. L'agressivité des milieux marins vis-à-vis de la corrosion est due surtout à des chlorures. Alors, en fonction de la teneur en chlorure, l'agressivité du milieu peut être très accentuée. Avec la corrosion, il y a plusieurs processus. Il y a le processus dit chimique, il y a électrochimique, il y a aussi d'autres processus qui sont dits par cavitation, qui sont dus par exemple à des érosions. Si à Djamalaï le recours à l'aluminium relève d'une nécessité, sur la corniche ouest par contre, il procède d'un souci d'embellissement du décor. Mais pour ces menuisiers, le malheur des uns peut bien faire le bonheur des autres. Ainsi, ont-ils saisi une balle au rebond en s'orientant très tôt dans le travail de l'aluminium. C'est normal parce que c'est normal, le monde évolue et il faudrait faire avec.
Auparavant, il y avait le bois et le fer, mais maintenant l'inox et l'aluminium sont là. Les gens ont la tendance et c'est normal. Mais l'utilisation de plus en plus fréquente de ce métal blanc n'est pas sans conséquence. Ces menuisiers déplorent une baisse progressive de leur chiffre d'affaires. On ne gagne plus comme avant. Avant, on pouvait gagner des millions pour une maison R+2 portes et fenêtres en bois. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et cela est dû à l'avènement de l'aluminium. Dans cette rue de la Gueule-Tapée, le bois a fini par s'imposer dans le décor du milieu. N'empêche, l'aluminium est visible sur la façade de quelques maisons. Le côté esthétique n'est pas à exclure. Mais face aux effets corrosifs du cran bleu, difficile pour certains matériaux de tenir longtemps. Voilà pour le focus du jour. Coopération Sud-Sud dans le domaine audiovisuel. La radio-télévision ivoirienne RTI fait équipe avec la radio-télévision du Sénégal RTS. Dans un bref délai, une convention va être signée entre les deux entités. 3 volets sont pris en charge. Échange de programmes, coproduction et partage d'expériences. Voici à ce propos Yeo Adama Benoît, c'est le directeur général adjoint de la RTI interrogé par Dahaba. Nous voulons renforcer la coopération entre nos deux chaînes qui sont donc la RTS et la RTI. Et cette coopération sera axée essentiellement sur l'échange des programmes, sur les coproductions et enfin sur le partage d'expériences. La deuxième raison, nous savons que la RTS a organisé la francophonie en 2014. Et donc nous, en tant que RTI, nous voulons avoir des longueurs d'onde d'avance. Donc nous sommes venus pour nous imprégner de votre expérience. Et donc c'est ainsi que nous avons visité les équipements que vous avez acquis justement dans le cadre de cette couverture. Je pense que des choses ont été franchies parce que votre directeur général, et je vais parler celui de la RTS, et notre directeur général de la RTI ont travaillé sur un document qui est très avancé et nous sommes prêts en tout cas à raffiner ce document. C'est d'ailleurs justement, comme je l'ai dit, ça fait partie aussi de notre mission. Et je pense que très prochainement, comme l'a promis votre directeur général, il viendra en Côte d'Ivoire et donc on va finaliser en tout cas ce projet-là. Le 90e anniversaire de la reine Elisabeth II fêté au pays de la Teranga, l'ambassade de Grande-Bretagne a marqué l'événement de son empreinte, un moment de communion et de festivité dont a profité la représentation diplomatique pour se féliciter des rapports de la Grande-Bretagne avec le Sénégal. Sedina Alundigo. L'ambassade de Grande-Bretagne au Sénégal célèbre les 90 ans de sa gracieuse majesté la reine Elisabeth II. Elle ne pourra pas être de nôtre ce soir parce qu'elle a un contretemps. Elle doit accueillir le président Obama à Windsor Palace. En attendant le prochain, il ne faut pas désespérer, l'occasion est saisie pour magnifier les relations entre le pays de Shakespeare dont 2016 marque les 400 ans de disparition et celui de Senghor pour qui ce sont les 110 ans de naissance cette année. Tous les deux parlent non seulement au présent, mais parlent à l'avenir. Le peuple de Grande-Bretagne a beaucoup participé et contribué au rayonnement de la culture, de la tolérance, des pensées universelles, a beaucoup contribué, le Sénégal également. Et c'est pour ça que nous avons plaisir d'être là. Des relations fraternelles du point de vue culturel, s'agissant des intérêts économiques, la Grande-Bretagne ne fait pas bande à part. Nous avons beaucoup de choses en commun en ce qui concerne l'énergie, en ce qui concerne les projets d'exploration d'hydrocarbures, en ce qui concerne la promotion des technologies solaires et de l'énergie renouvelable. Et c'est en partenariat avec Monsieur le ministre que nous faisons tout cela. De quoi augurer des lendemains meilleurs dans des relations qui datent des années 1960. Et sur l'international, la base de la force Sangaris dans une localité en Centrafrique a été rétrocédée aux autorités ce samedi, une étape supplémentaire dans le désengagement de la France, qui néanmoins quelques 300 militaires français devraient rester dans le pays. Le récit de Luis Bizarre. La force française Sangaris a rétrocédé aux autorités centrafricaines sa dernière base située en province à Siboud. Un symbole car les militaires français s'y étaient installés depuis février 2014
pour bloquer l'avancée des rebelles qui voulaient s'en emparer. Je ne suis pas dans la mise en œuvre des ordres, il y a un PC avec un chef opération qui le fait. Donc ça me permet à la fois d'être dans la conception, dans l'impulsion, dans l'orientation et en même temps d'être sur le terrain, au contact des hommes, sur les positions avancées. Déployé en décembre 2013 après des violences entre des milices majoritairement chrétiennes anti-Balaka et des sectes rebelles à dominante musulmane de la Selika, l'intervention de la force française et le déploiement de 12 000 casques bleus de la MINUSCA avaient fait retomber les tensions. Les élections législatives et présidentielles ont finalement pu être organisées entre la fin 2015 et le début 2016. Tous les jours, j'ai de multiples contacts et mes collaborateurs directs. Le chef de site ici a des contacts quotidiens avec l'ensemble des interlocuteurs. Nous avons à mettre, bien entendu, en valeur et mettre au premier plan les autorités administratives, d'abord, les forces de sécurité, bien sûr, du pays, et également la MINUSCA, qui doit prendre la totalité de sa zone d'action. Ces 3 semaines, 210 hommes, 90 véhicules et 21 conteneurs sont partis de Sibout pour rejoindre Bangui, ce qui a représenté un véritable défi logistique et technique. Les différents convois se sont étirés sur près de 3 km jusqu'à rallier la capitale. Le quotidien de ces hommes, c'est d'être à la fois sur des postes avancés comme celui où on est aujourd'hui, où ils montent la garde, où ils assurent bien entendu leur vie quotidienne, mais ils sont dehors, en patrouille, en brousse, dans les villages, pour prendre connaissance de la situation auprès de la population, leur apporter de l'aide et agir si d'aventure ils tombaient sur des groupes armés. Cette localité stratégique, Sibout, constitue un verrou qui permet de réguler l'accès à la capitale, mais également d'accéder au nord et à l'est du pays. À signaler sur zone, pas grand chose puisqu'il n'y avait plus de Seleka, ils étaient partis dans la nuit. Ils savent qu'ils doivent jouer avec les protocoles qui ont été mis en place avec la communauté internationale et le gouvernement de transition en termes de cantonnement, de désarmement, etc. Estimant sa mission accomplie, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, avait annoncé en mars que la France mettrait fin en 2016 à la mission qui comptait 2500 militaires au plus fort des tensions. Olympiade de mathématiques 2016, c'est Dakar qui abrite la 24e édition. Les compétitions sont prévues du 24 au 30 avril et mettront aux prises des élèves de première et de terminale. L'équipe du Sénégal a reçu le drapeau national des mains du ministre de l'Éducation, nous dit Oumar Baldé. L'équipe nationale de mathématiques reçoit le drapeau du Sénégal. Elle s'apprête à représenter notre pays lors des prochaines Olympiades panafricaines. L'équipe est confiante et compte hisser plus haut le flambeau du pays. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, au nom de toute l'équipe nationale du Sénégal, nous nous engageons à honorer le drapeau national que vous venez de nous remettre. Vive la République. Composée de 12 élèves dont 8 garçons et 4 filles des classes de première et terminale S, cette équipe constitue un réel espoir pour les autorités académiques. Je suis dans l'équipe du Sénégal depuis près de 15 ans et je suis confiant parce que je peux comparer le niveau des élèves qu'on a eu dans le temps et le niveau de ces élèves. Donc, je suis dans la même conviction que le capitaine de l'équipe, que notre pays peut faire mieux que ce qu'il a l'habitude de faire. La compétition commence réellement le 27 avril, donc les 27 et 28. À partir du 27, 28, 29, c'est les corrections qui prennent fin le 29. Et le 29 au soir, on délibère pour donner les résultats. 9 pays ont déjà confirmé leur participation sur les 16 initialement inscrits. Et en ce qui concerne donc l'équipe du Sénégal, on les a entraînés dans le cadre d'un camp pour les préparer donc à affronter ces compétitions. Et nous pensons qu'ils sont bien formés, bien entraînés, et qu'à l'issue donc de ces compétitions-là, qu'ils défendront les couleurs nationales et certainement les résultats attendus seront meilleurs que ceux de la dernière compétition avec 3 médailles de bronze. Le Sénégal qui s'est classé 4e lors de la dernière Olympiade en 2013 compte mieux faire pour cette édition. Le lancement est prévu le 24 avril 2016 à Dakar.
Alors Mabalde, vous l'avez dit, le lancement officiel des compétitions est prévu demain dimanche au théâtre Daniel Sorano. Un autre événement qui se prépare, le Dakar, la 12e biennale de l'art africain contemporain, démarre dans 2 semaines. Les journalistes culturels du pays se mobilisent pour une bonne couverture de l'événement. Ce samedi, l'association qui les regroupe a tenu une session de formation sur le thème de la critique d'art. Car il faut dire que dans ce domaine, il y a de réels besoins au Sénégal. Compte rendu au Mundour. 13, c'est le nombre de membres officiels de l'Association sénégalaise de la critique d'art. Et parmi eux, il y a très peu de journalistes. Face à ce constat, l'Association de la presse culturelle sénégalaise a décidé d'agir avec cette session de formation. Les journalistes culturels au Sénégal, pour la plupart, dans l'écrasante majorité, on se contente juste de faire des comptes rendus, alors qu'on peut aller au-delà. Et donc, il est nécessaire à un moment ou à un autre de les mettre en rapport avec des gens qui ont une certaine expertise. Et c'est ce que nous avons fait avec l'Association internationale des critiques d'art, la section Sénégal. Et au Sénégal, les besoins en termes de formation des journalistes culturels épousent les contours de la critique d'art, qui est une discipline transversale. La pratique de la critique d'art est une pratique interdisciplinaire, donc il faut avoir un regard sur ce que la sociologie peut apporter à la lecture de l'œuvre d'art, ce que l'esthétique peut apporter ou l'histoire peut apporter. Donc c'est autant de disciplines scientifiques universitaires qui se retrouvent autour d'un travail. De l'écriture aux éléments d'analyse d'une œuvre d'art visuel, en passant par l'éthique en matière de critique d'art, cette formation veut, à travers ces différents sujets, poser un premier jalon vers une réappropriation de la parole des Africains par les Africains eux-mêmes. En Europe, en Asie, partout ailleurs, parfois c'est le discours de l'autre qui présente le travail de l'Afrique, alors qu'on a assez de jeunes, assez de compétences au niveau local pour préparer un avenir à la critique, être présent sur ces espaces où voilà, se définit un peu le futur africain et s'imposer avec un discours africain. Ces journalistes culturels auront dans quelques jours une occasion en or de mettre en pratique ce qu'ils ont acquis au cours de cette session de formation. La 12e biennale de l'art africain contemporain démarre en effet ce 3 mai à Dakar. La Loterie nationale sénégalaise, l'ONAS, a organisé ce matin le lancement officiel du PMU mobile. 1100 agents sont recrutés pour permettre aux parieurs de jouer sans pour autant se déplacer. L'objectif est de mieux satisfaire la clientèle, nous dit Damsila. La Loterie nationale sénégalaise innove. Il est désormais possible avec la LONAS de parier tout en restant chez vous. Avec le PMU mobile qu'elle vient de lancer, il suffit juste d'appeler sur le numéro vert 800 800 810 et un agent va se déplacer pour satisfaire vos besoins grâce à un système de géolocalisation. Le PMU mobile consiste à permettre à des vendeurs ambulants de venir compléter le réseau fixe qui est jusque-là connu à travers nos kiosques où vous trouvez des terminaux qui vous permettent de valider vos jeux. Donc le PMU mobile vient le compléter. Ce nouveau dispositif va permettre à la Loterie nationale sénégalaise de mieux répondre aux exigences de l'heure. Grâce au développement des technologies de l'information et de la communication, la LONAS a pu mettre en place un système de géolocalisation pour trouver les parieurs sur place. Lorsque le client appelle sur notre numéro vert le 800 800 810, nous serons en mesure de localiser le vendeur le plus proche et à qui on donnera les coordonnées du client pour qu'il puisse le retrouver et le satisfaire sa demande. Cette démarche de proximité sera accompagnée par un ensemble de stratégies de marketing et de communication, cela pour mieux satisfaire la clientèle. Ça nous permet en tout cas de toucher cette jeunesse qui est âgée de plus de 18 ans, peut-être jusqu'à 40 ans, et qui utilise beaucoup les smartphones, qui utilise les nouvelles technologies. On va s'acheminer peut-être d'ici quelques années vers un self-service. Le PMU mobile est constitué de vendeurs itinérants qui vont se déplacer, non pas dans des zones déjà occupées où on a un maillage important, mais vers des secteurs qu'on peut considérer encore en friche. La Loterie nationale sénégalaise a mis en place un plan stratégique pour la période 2015-2019 pour augmenter les performances de l'entreprise. Pour sa contribution à la création d'emplois et à la réussite du PMU mobile, la LONAS a recruté 1100 nouveaux agents pour mener le travail partout au Sénégal.
La SDE présente son bilan à l'occasion de la célébration des 20 ans de l'entreprise. Ce bilan est marqué par un approvisionnement satisfaisant des ménages. 60 villes et 400 villages sont ainsi quotidiennement servis par la Sénégalaise des eaux, nous dit Hamidi Diop. Les acteurs de l'eau sont venus fêter avec la SDE ses 20 ans d'activité dans le secteur de l'hydraulique. 20 ans de progrès dans un environnement difficile, surtout vers les années 90. Si nous regardons sur le rétroviseur, 20 ans en arrière, la corvée des femmes à la recherche de l'eau, avec des bassines vides à la recherche de l'eau dans la capitale de Dakar, faisait le lit. Aujourd'hui, la donne a changé. La SDE assure à plus de 60 villes et à plus de 400 villages la fourniture en eau. Le travail de la Sénégalaise des eaux se fait selon les associations de consommateurs avec qualité, disponibilité et une bonne tarification. En ce qui concerne le respect des consommateurs, l'écoute client, le traitement des réclamations, une société sort du lot. Cette société s'appelle la Sénégalaise des eaux SDE. En 20 ans, que de souvenirs et aussi tant d'efforts des travailleurs. Ces agents qui n'ont jamais désespéré sont les principaux artisans de cette réussite. Je voudrais remercier les travailleurs de la SDE. Ils l'ont dit, si nous sommes aujourd'hui à ce rendez-vous, c'est parce que beaucoup de personnes ont sué sang et sueur pour que le travail arrive à ce niveau. Je marque également une émotion particulière quand je vois les anciens de la SONES 2E, les anciens de la SONES 1E et les anciens de la Sénégalaise des eaux. Le gouvernement du Sénégal est bien conscient des progrès de la Sénégalaise des eaux. La SDE a été certifiée qualité, sécurité, environnement. Et maintenant, à présent, elle est une entreprise exemplaire en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. En 2015, toutes ces certifications ont été reconduites. C'est l'artiste Marema qui a assuré l'ambiance pour ce public venu assister à cette présentation de bilan de la SDE. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS. À demain. jigéen bu tukki woon ngir wër gàncax ak meññeef yu ëpp solo ci wérgu yaram te ànd ak xet yu neex ba mu agsee ci dëkk ba mu sukkandiku ci la mu dajale yépp fas yéene toggal buur mu boole xam-xam mën-mën feem ak meññeef yu sell def ci lu jéggi dayoo tuddee ko mami ba buur ba gisee togg ba mu ko ñamee am cofeel bu juddu ci seen diggante doon mbëggeel bu raw lépp ci noonu la tàmbalee bokk mami ak waa dëkk bi ko dalal mami toggu maam. ndekete yoo Jarko volaille bu Grand Moulin de Dakar mooy secret Baye Samba kii daal mooy ndaanaan dafa mel ni sax am na beneen secret. Monsieur le docteur. ci la rien ci biir. taamu leen Jarko volaille bu Grand Moulin de Dakar ak i vétérinaire am yi toppatoo seeni ganaar xanaa coono jeex na Jarko volaille pour un élevage en toute sérénité. Dakar, capitale des pays d'Afrique, du Pacifique et de l'Union européenne. Du 25 au 29 avril 2016, le Sénégal abrite la réunion des ministres des pays d'Afrique, des Caraïbes et de l'Union européenne. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu le jeudi 28 avril 2016 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio sous la présidence effective de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall.
Près de 700 personnes, dont plusieurs anciens chefs d'État, une centaine de ministres, plusieurs dirigeants d'institutions internationales, prendront part pendant 5 jours à ces réunions, faisant ainsi du Sénégal le point de convergence de l'élite mondiale pour discuter des questions économiques, sociales, sécuritaires et migratoires en Afrique, en Europe, dans les Caraïbes et le Pacifique. Réunion ACP-UE, Dakar, au cœur des réflexions internationales. Coupe d'Afrique des nations de mathématiques. Le ministère de l'Éducation nationale, sous le parrainage de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, organise du 21 au 30 avril les 24e Olympiades panafricaines de mathématiques au PAM 2016. Cérémonie d'ouverture le 24 avril au Théâtre National Daniel Sorano. Plus de 200 personnes en provenance d'une dizaine de pays se retrouveront à Dakar. Des lycéens,